Eh bien, bonjour à tous. La vie est la collection avant Internet. Oui, je m'adresse en fait surtout aux plus jeunes qui verront par accident peut-être, je ne sais pas, cette vidéo. Je voulais un peu expliquer aux plus jeunes qui ont pris l'habitude, comme nous d'ailleurs, de vivre avec Internet, de faire plein de trucs avec Internet, d'acheter, de vendre, bref, de préparer ses vacances, commander je ne sais quoi, rechercher des choses anciennes notamment. Je voulais donner mon expérience sur ce qu'était donc la vie avant et ce que Internet à son arrivée a changé. Parce que finalement ça aurait été en quelques années, disons que tout s'est joué je dirais en 4 ans moi, à peu près. Ça a été quand même une sacrée révolution. Alors les petits jeunes là qui font tout maintenant avec Internet, ils ont sans compter alors j'ai un ordinateur ici donc devant moi là, un PC portable, y a les tablettes, les téléphones, enfin bon, donc il y en a qui s'entendent plus ou moins bien avec un support. Personnellement, je préfère faire de l'internet sérieusement avec un PC, un ordinateur, bon, chacun son choix. Mais, alors je sais pas trop comment appréhender, je sais ce que je dois dire dans cette vidéo, donc il n'y a pas de souci, j'ai même retrouvé les dates qu'il fallait, mais je voudrais expliquer avant. Avant l'arrivée d'Internet, lorsqu'on collectionnait notamment, alors on pouvait collectionner n'importe quoi, je vais dire, je sais pas, des jeux vidéo, évidemment des disques, collectionner sur des artistes ou des styles, collectionner des, je sais pas moi, des postes de radio, des vieilles télés, des bibelots de diverses fabrications, artisanat, voilà, rechercher des meubles, etc. Comment on faisait avant Internet? Parce qu'Internet n'existait pas. Internet, c'est vrai que ça permet quand même de pouvoir mettre en contact des millions et des millions, pour ne pas dire des milliards, de gens à travers le monde. Et avant, comment on faisait? Comment fonctionnaient les circuits de distribution? Comment on faisait quand on cherchait des choses anciennes qui étaient sorties des circuits de distribution? Alors déjà, sur les circuits de distribution, il faut bien expliquer que les circuits de distribution traditionnels, c'est-à-dire qui remontent, je dirais même au 19e siècle, 19e siècle, 20e siècle, la guerre de 40-45, jusqu'aux années 60, incluses les systèmes comment dirais-je, de ruissellement des marchandises sont identiques. Vous avez des fabricants et vous avez des sociétés, vous avez des petits commerçants qui font toutes sortes de métiers, qui font commerce ou général ou spécialiste. Alors, ça va évidemment de la nourriture, jusqu'à tout ce qui se faisait comme appareil à l'époque. Vous avez ce système de marchands, de grossistes, etc. Vous avez des comptoirs, et ça, c'est ce qui était bien, c'est que jusque dans les années 60, vous aviez des comptoirs. Alors le plus connu d'ailleurs, allez, je vais dire, c'était Manu France. Manu France, c'était d'ailleurs, il y a des collectionneurs des catalogues Manu France, c'était magnifique, on pouvait commander de la qualité d'ailleurs manufacturée en France, de superbe qualité. Les marchandises étaient distribuées pendant de nombreuses années, donc il n'y avait pas cet effet de changement permanent, de modèle, c'était beaucoup plus ralenti, etc. Vous aviez dans tout ce qui est électricité, radio, télé, après électroménager, vous avez aussi des circuits de distribution spécifiques, où il y avait beaucoup de stocks, etc. Donc bon, les gens se débrouillaient comme ça. Mais quand les matériels commençaient à devenir anciens, ce que je dis c'est pareil pour tout, et je prends l'exemple des disques. Quand les matériels devenaient anciens, qu'ils étaient, à un moment donné, ils arrivaient à être épuisés. À ce moment-là, alors vous aviez des marchands qui avaient encore des stocks, voilà comment on se débrouillait. Il y avait aussi des petites annonces, il y avait des marchés aux puces.
voilà, de la récup quand les gens mouraient ou quand ils se débarrassaient de leurs affaires. Il y avait les marchés aux puces. Alors on connaît encore ces marchés aux puces. Beaucoup ont disparu. Mais bon, à Marseille, vous avez les Arnavaux. À Paris, il y avait Vanves, Montreuil et Clignancourt, qui à l'époque étaient vraiment de véritables cavernes d'Ali Baba, hein, évidemment. Et donc tout ce système, pour les disques, vous aviez les disquaires, mais les disquaires qui vendaient du neuf, alors il y avait des disquaires spécialisés, et d'autres qui faisaient un peu tout. Ils faisaient dépanneurs radio, télé, ils vendaient même l'électroménager, et ils avaient des disques à côté, vu que bon, en fait c'était les fabricants d'électrophones qui se sont mis à faire les disques. Hein. Bon, Pathé Marconi et Philips, hein, c'est les deux exemples qui viennent à l'esprit et qui ont donné les deux plus grosses majors en France, hein, donc EMI, Pathé Marconi, bon, avec toutes ces marques, enfin, il y en a eu d'autres, mais bon, c'est ceux qu'on retient le plus de nos jours. Il y avait d'autres fabricants, il y avait Parlophone, Columbia, mais qui ont été absorbés par EMI. Philips, pareil, Philips avait créé son système concurrent. Bon, voilà, c'est un peu le principe alors Philips, au départ, ils avaient repris la vieille, comment ça s'appelle, Suprafon ou Polygram allemande, enfin bon, après la guerre, et après ils se sont mis à faire les disques après la guerre. C'est venu un peu plus tard, Philips. Et donc, une fois que les choses sont épuisées, ce que je veux faire comprendre aux gens, c'est qu'avant l'arrivée d'Internet, c'est très dur à trouver. Vous en êtes réduit aux puces, aux journaux, aux petites annonces. Alors, dans chaque département, il y avait un magazine. Alors ça, j'ai connu ça dans les années 80. Dans les Bouches-du-Rhône, il y avait le 13. Dans chaque département, il y avait comme ça un journal. Et les gens mettaient des petites annonces à vendre, ceci, cela, des voitures. Alors, surtout des voitures d'ailleurs. Bon, ça c'est. Puis après, des meubles, des disques, des vieilles radios, des je sais pas quoi, enfin tout et n'importe quoi, des vêtements, enfin bon. Donc il y avait ces choses-là. Il y avait aussi, donc en plus des puces, parfois il pouvait y avoir comment dirais-je, des sortes de conventions, des marchés saisonniers, bon voilà, maintenant on appelle ça des vide-greniers, bon. Donc ça c'est bien, mais tu peux pas, enfin, donc tu peux faire ça dans ton département, dans ta région, bon mais après ça devient quand même assez bougrement compliqué. En plus, il arrive les supermarchés dans les années 60. Et dans les années 70, énormément de petits artisans, de boutiques, de revendeurs, de comptoirs, donc ces sociétés qui commandaient à des centaines de milliers de fabricants de tout, pour tout, tous les comptoirs vont couler dans les années 70. Ça va être une hécatombe. Aussi ceux qui ont coulé bien, c'était tout ce qui était marchand de télé indépendant. Au début, parce que dans les années 60, ils s'y sont mis, à la fin des années 60 surtout. Et dans les années 70, donc 70, ça a été une hécatombe parce que les supermarchés se sont mis à vendre de la télé, ils ont même fait de la hi-fi après. Donc ça a flingué beaucoup de petits commerces spécialisés, qui étaient spécialisés donc dans l'électronique, donc dans tout ce qui représentait le progrès. Et les disques aussi en fait partie. Alors les disques ont vraiment lâché les magasins, je parle, hein, les disquaires ont coulé en masse dans les années 80, là, ça a été une hécatombe. Avant il y en avait beaucoup plus, que ce soit les disquaires spécialisés ou les marchands de ceci, cela qui faisaient aussi du disque. Donc ça c'est pas vraiment des vrais disquaires, mais bon on peut les compter avec. Donc là tout ça a été terminé. Ça c'est quand sont arrivés les gros trucs comme la Fnac, etc. Donc ça, la Fnac, ça a été, à l'époque, ça a été une grande catastrophe pour le commerce indépendant détaillant des disques. Idem donc pour la hi-fi, ça c'est des choses que je connais aussi, l'électronique, hein, je suis électronicien de formation. Et donc je me souviens moi dans les années 80 du délire que c'était pour trouver des pièces de rechange pour des machines qui n'avaient que 10, 15, 20 ans. Dès que c'était sorti du circuit normal de distribution, alors en plus les grossistes ne voulaient pas vendre directement, il fallait passer par un espèce
de marchand, ou un marchand, qui lui, si ta tronche ne lui revenait pas, parce que tous ces petits marchands étaient en situation de monopole, hein, ces distributeurs. Donc si ta tronche ne lui revenait pas, eh ben, il te disait qu'il n'avait pas en stock, ou qu'il ne pouvait plus l'avoir. Alors ça pouvait être vrai aussi, ça pouvait être faux. Donc il faut comprendre que le commerce, le retail comme on dit maintenant, le commerce de détail, ainsi que la grosse distribution qui elle faisait la grosse cavalerie, distribuée en nombre mais après ne faisait pas dans le détail. Donc plus personne après ne voulait s'occuper des personnes comme moi qui avaient des demandes particulières, qui voulaient dépanner de quoi, une chaîne IFI, une radio, un téléviseur. Ça devenait compliqué. Alors si on arrivait à connaître des gens qui avaient encore du stock, etc., et s'ils nous avaient à la bonne, on pouvait arriver à récupérer des choses, à racheter, bon, c'était possible, mais ça impliquait de se construire un réseau, de beaucoup rencontrer de gens, on se prenait aussi beaucoup de baffes, des fois on se prenait aussi, bon, enfin on arrivait à nouer des bonnes relations, hein, il ne faut pas non plus, mais tout ça, ça prend des années à construire un réseau, et pendant ce temps-là, les années passent, et toi tu avances comme un escargot, quoi. Alors quand on est comme moi à vouloir entamer une collection, moi je le dis d'autant que j'ai racheté des collections qui ont été commencées par des anciens, donc dans les années 50, 60, voire même 40, ou un peu plus tard. Je peux vous dire que dans les années 80, il faut avoir, avant l'arrivée d'Internet, donc je prends toujours années 90, tout ça, il faut avoir de gros moyens. Il faut pouvoir, à moins de travailler à la SNCF, qu'il y a des gens d'ailleurs, il y a des cheminots qui profitaient des voyages pour aller faire la tournée des disquaires quand ils allaient quand ils circulaient dans les villes avec les trains, là. Donc il y a eu ça aussi, il fallait, bon, ceux qui n'étaient pas à la SNCF, ils prenaient le train parce qu'il y avait moins de voitures qu'avant, ou alors il fallait avoir une voiture, venir régulièrement dans les endroits dits connus, les foires, etc. Bon, et espérer trouver des disques. Alors évidemment, les jeunes vont me dire, ouais mais ça existe toujours les conventions de disques. Oui, ça existe toujours, mais ils n'ont plus, avec les petits disquaires indépendants, le monopole de fait, le monopole énorme qu'ils avaient à l'époque, que tout passe par eux. Parce que moi les disquaires, il y a des choses à dire sur les disquaires. Le problème des disquaires, c'est que eux, bon, c'est normal, ils ont une rentabilité à établir. Ils ont un commerce. Ceux qui ont réussi à survivre et ceux qui se lancent maintenant, d'ailleurs, sont très courageux. Donc du coup, il faut qu'ils vendent des choses, il faut qu'ils acquièrent des disques, neufs ou anciens d'ailleurs, qui sont bankable, hein, qui aient une valeur, qui soient certains, qui soient recherchés, que quand ils vont rentrer tel exemplaire de tel groupe, ils savent qu'ils vont avoir 10 clients potentiels qui vont vouloir l'acheter. Donc bon, après, il leur suffit, avec leur technique commerciale, de trouver le bon prix, etc. Et donc, bon, ils se débrouillent comme ça. Et à l'époque, ces personnes-ci ont le monopole. Donc, tu as le monopole des disquaires locaux et des vendeurs en convention de disques. Conventions de disques qui sont arrivées au moins dans les années 80, peut-être avant, en France, je ne sais pas. Ça, je ne peux pas le dire, je n'ai pas souvenance. Et donc dans ce système où pendant les années 80 et 90, il n'y a pas encore Internet et que l'ancien système de distribution traditionnel est désorganisé et a en grande partie déjà coulé, il y a une période de 20 années où pour arriver à trouver de l'ancien, et d'ailleurs c'est ça qu'on appelle la société de consommation, donc de toujours aller de l'avant entre guillemets et de devoir acheter des choses, acheter et racheter parce que c'est pas réparable, parce qu'on trouve plus les pièces, parce que ci, parce que ça, etc. Et donc on se retrouve à cette époque, disons qu'à cette époque, ou bien bah, tu gardes les trucs dans un coin, tu les touches pas, tu les uses pas et tu en profites pas, ou alors si tu as la moindre panne, au bout de X années, tu peux plus faire réparer. Et un disque pareil ne se fait plus, tu le trouves plus. Donc là, pour les disques, là je vais plutôt m'orienter sur les disques maintenant, hein, bon, puisque c'est moi aussi l'objet de ma collection.
là, vous avez les conventions de disques, et vous passez toujours par ces espèces de disquaires, les brocanteurs aussi, bon, parce qu'il y avait aussi Opus et les brocanteurs qui récupéraient les disques, certains se spécialisaient dans les disques, plus ou moins, bon, ils vendaient autre chose aussi, hein. Donc j'ai connu aussi des gens qui fréquentaient les marchés Opus assidûment. Je me souviens de Monsieur Bruno, qui était un gars que j'ai connu très sympa, qui lui était en compte avec plusieurs marchands des puces de Clignancourt dans les années 60, 70. Et dès qu'il trouvait des disques sur Tino Rossi, parce qu'il collectionnait Tino comme moi, il allait une fois par mois, au moment que les marchands payent leur loyer, ils avaient besoin d'argent, et là il disait bah oui tiens j'ai ces disques de Tino, et comme ça bon il touchait de l'argent, et mon collègue il repartait avec des bons disques. Donc certains sont dans ma collection d'ailleurs aujourd'hui. Et donc voilà, bon, mais ça c'est toujours pareil, c'est le système du commerce classique, de l'arrangement, du tuyau, etc., du relationnel pur et dur, etc. Sachant que dans les années 90, donc là ça devient quand même compliqué, bon, je me souviens très bien que vraiment... quelques années avant l'arrivée d'Internet, c'était vraiment pour tout et n'importe quoi. C'était barbant de devoir dépenser de l'énergie pour retrouver tel truc. Enfin, c'était vraiment affolant, quoi. Et puis, arrive Internet. Alors ce truc-là, quand il est arrivé, moi je l'ai vu, je me souviens, j'étais dans mon sous-sol, au fin fond de mon centre téléphonique dans le 8e. Et on nous a installé un ordinateur un jour avec de l'intranet. Alors c'était un intranet où il y avait aussi des forums et il y avait aussi des bouts d'internet. Il y avait quelques sites, enfin au tout début, hein, bon. Donc moi j'ai découvert ce truc-là après l'arrêt du central semi-électronique. Alors ça devait être en fin 1998, voilà, 98, 99, on nous met cet ordinateur. Je me souviens que j'avais un collègue qui est décédé aujourd'hui d'ailleurs, paix à son âme, et qui s'était mis de suite, lui il avait senti de suite, et moi je trouvais ça absolument ridicule, pour tout vous dire, je trouvais ça vraiment nul, on pouvait rien faire avec ce truc là, enfin bon, c'était vraiment, enfin bon, moi je me disais, bon, c'est encore un truc... voilà, qui vient après le Minitel. Bon, le Minitel était mieux d'ailleurs, entre parenthèses, que des débuts d'Internet et tout ça. C'était vraiment, je trouvais ça absolument tocard. Bon. Voilà. Et puis en septembre 2000, je suis en congé. J'ai retrouvé ça en épluchant mes relevés de compte en banque, etc. Enfin bon, bref. Donc c'est pour ça que je voulais faire quand même une vidéo peut-être barbante, hein, je n'en doute pas, mais un témoignage donc. Et de prendre le temps, pour ceux qui seront intéressés par l'histoire d'Internet. En septembre 2000, je suis en congé et je ne suis pas à Paris, je suis invité chez un couple d'amis. Ils s'étaient mariés quelques années avant. Et un bon collègue. Et donc lui, bon, il avait 3 grades de plus que moi à l'époque. Il avait une paye meilleure, il s'était acheté un ordinateur, il avait pris un forfait, je crois 20 heures par mois, ou autre chose comme ça, forfait 20 heures d'internet. Alors attention, internet c'était pas en haut débit, il n'y avait pas d'ADSL encore, ça n'existait pas en France du moins. Ça passait par la ligne téléphonique normale avec un débit de la ligne téléphonique. Vous savez, on mettait ce petit modem qui faisait... Voilà, hein, c'était un truc... bon, ça ramait, c'était très très lent. Bon, il faut dire aussi que les sites internet de l'époque étaient beaucoup plus légers. Ils étaient prévus... enfin, il n'y avait pas de graphismes et des images qui tournaient dans tous les sens. La définition des photographies était faible. Bon, c'était quand même étudié pour passer au mieux. Donc moi, je découvre chez lui. Pendant que j'étais en congé, il m'avait reçu quelques jours. C'était dans les Landes d'ailleurs, département des Landes.
Et dans le sud-ouest, j'étais chez lui. Et il me fait découvrir vraiment Internet. Alors, je dis, ouais, mais j'ai vu ça déjà au travail, c'est nul. Il me dit, mais tu sais qu'on peut faire plein de choses avec ça. Je dis, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Je dis, bon. Je dis, ben j'en sais rien. Je dis, toi, tu fais un peu dans les trucs anciens, tu vois. Bon, parce que déjà, je collectionnais un peu la hi-fi, tout ça. Je bricolais des vieilles télé. Bon, enfin, bon, voilà. Tu cherches des trucs, tout ça. Bon, des papiers, j'en sais rien. Enfin, bon. Je dis, ben il y a un site qui existe, c'est eBazaar. Il m'a montré eBazaar et d'ailleurs, alors je sais pas, il avait mis des trucs. Puis à un moment donné, bon, parce que moi j'avais déjà repéré Tino Rossi à l'époque, hein, et j'ai dit, bah tiens, tape Tino Rossi. Et là ça sort, je me souviens plus, il y avait une vingtaine, une trentaine d'objets, des documents, il y avait quelques disques, il y avait surtout des papiers d'ailleurs, des livrets, des je sais plus quoi, enfin bon. Et j'ai vu un truc qui m'a beaucoup intéressé. Je dis mais comment je vais faire, tout ça. Je dis bah c'est simple, il te faut une adresse mail. Donc c'est là que c'est lui qui m'a créé mon adresse mail à l'époque chez Hotmail, que j'ai toujours d'ailleurs. J'ai toujours gardé ce mail depuis le début. Donc depuis septembre 2000, j'ai une adresse chez Hotmail, voilà. Et puis il m'a inscrit sur le site eBazaar avec ce qu'il fallait mettre à l'époque. Je sais plus s'il y avait l'adresse, j'en sais rien. Enfin, bon. Et donc on a fait cet achat. Donc à l'époque, attention, il n'y avait pas de paiement par internet, ça n'existait pas. Donc après, c'est avec, tu reçois l'adresse et toi tu envoies l'argent en chèque. Et le gars, s'il est honnête, il t'envoie l'objet et tu le reçois et tu lui mets une note, etc. Et lui, il te met une note. Donc moi, je découvre ce truc-là. Et donc, bon, quand je suis rentré donc, à Paris, après avoir fait le tour, comme on dit, le Tour de France, je m'aperçois que j'ai reçu donc cet objet. Alors, je sais même plus ce que j'allais acheter. Je crois que je l'ai toujours, ce truc-là. Il faut que je fouille dans mes papiers. Mais je me souviens du pseudo du gars. Je me souviens qu'il s'appelait Smolga. Le pseudo, c'était Smolga, voilà. Et donc voilà, bon, je me souviens de cette histoire. Bon, ça a été mon premier contact vraiment avec Internet. Ma première transaction. Bon, évidemment, c'est pas ça qui change la vie à cette époque-là. On continue à vivre. Moi, je vois en regardant mes relevés bancaires, je vois que je vais assez souvent à la Fnac, au Virgin Megastore aussi, qui est un super truc à Paris. Voilà, et surtout dans les Fnac. Alors il y avait plusieurs Fnac, j'allais à Montparnasse, à une qui s'est ouverte aussi, la Fnac du Claridge, qui d'ailleurs je crois va fermer d'ailleurs. Il me semble qu'elle va fermer, je ne veux pas dire de bêtises, mais j'ai entendu dire. Et c'est bien dommage, bon. Et puis, bon, enfin, il y en avait plusieurs, bon, on les connaît toutes, les Fnac, on les a connues. Et donc, moi, je me dis, bon, oui, il faut que je me mette à Internet. Je ne peux pas rester comme ça. Alors, du coup, le 5 avril 2001, je m'en souviens, je suis allé à Conforama. Je me suis acheté un ordinateur. Alors, ça valait cher, donc, enfin, pour moi surtout, c'était l'équivalent de 1000 euros. Et encore, j'avais acheté que la tour. Je n'avais pas acheté, donc il n'y avait pas de modem dedans, enfin bon, évidemment, et je n'avais pas acheté l'écran, alors parce que l'écran c'était encore l'équivalent de 500 euros en plus, et je les avais pas, et donc j'ai récupéré au boulot, on avait au centre téléphonique d'Anjou, je me souviens, il y avait 3 ou 4 vieux moniteurs, mais qui avaient les tubes à moitié 3 quarts pompés, quoi, hein, il n'y avait presque plus de lumière, enfin bon. Donc j'avais récupéré un truc comme ça à Anjou. Je ne sais même plus comment j'avais fait pour le récupérer. Je pense qu'avec un collègue, des lignes, on avait dû passer. Parce que moi j'étais en centre et il y avait des mecs qui avaient des bagnoles. Donc je me démerdais toujours avec des potes pour, voilà, quand j'avais besoin d'une bagnole. Parce que j'avais plus de voiture à Paris à cette époque-là. J'avais vendu la mienne. Et donc voilà. Et je me récupère un écran et je suis... Alors... Je me souviens qu'on composait un numéro de téléphone, j'avais pris une sorte d'abonnement, mais alors on payait à la minute, ça valait cher.
Et puis, je crois que c'est au mois de 2 mois après, j'ai pris je crois que c'est là que j'ai pris un forfait 20 heures. Ça s'appelait Net Compagnon, je crois, un truc comme ça. Donc chez France Télécom à l'époque, hein, bon, puisqu'en plus, bon, j'y étais, donc je crois que je payais un petit peu moins cher. Enfin, je suis même pas certain d'ailleurs. Et, donc, je me débrouille comme ça, avec sans ADSL, donc avec du RTC. Je fais mes premiers achats comme ça, je continue mes premiers achats sur eBazaar, parce que eBazaar, pour moi, j'ai de suite senti la nécessité, donc c'est pour ça que quelques mois après, donc 6 mois après, enfin à peu près, j'ai pris la décision d'acheter un ordinateur avec carte Ethernet, hein, bon, qui puisse aller sur Internet, pour voir, avec un modem RTC, parce que j'ai senti le potentiel, ça j'ai senti vraiment quand j'étais chez le collègue, hein. J'ai dit mais oui, bien sûr, pour trouver enfin toutes ces pièces de rechange et tous ces trucs un peu anciens quand c'est de l'artistique et tout ça, j'ai dit ça, il faut y aller. Et bon, en plus moi j'aimais pas l'informatique, j'ai eu un ordinateur dans les années 80, 85, 86, j'ai eu un Amstrad 6128. Je peux vous dire que bon, à l'école j'ai fait de l'informatique aussi, avec des vieux ordi qui s'appelaient des AIM. Alors ça m'a dégoûté de l'informatique pendant 20 ans. Je vais vous dire que bon, enfin bref, les AIM, au secours, hein. Et c'était des ordinateurs, c'était catastrophique, c'était un bordel pas possible, ça faisait rien, c'était même les TO5 aussi, les MO5, je sais plus quoi, là, c'était tout ça, c'était bidon, là, c'était des machines débiles. Et donc, mais là, bon, j'ai acheté un ordinateur, j'ai gardé quand même 9 ou 10 ans, le premier ordinateur que j'ai eu. Et donc, j'ai fait d'ailleurs, parce que ça, je l'ai retrouvé, j'ai fait mon premier achat d'un livre neuf sur Tino Rossi. Je l'ai toujours, hein, c'était un livre édité par René Château, avec toutes les affiches, carrière cinématographique de Tino. Le 14 mai 2001, je l'avais acheté sur le site marchand alapage.com. Voilà, 14 mai 2001. Donc j'avais reçu... alors alapage.com, c'était le grand concurrent d'Amazon, qui venait aussi d'arriver. Alors alapage.com, c'était indépendant, mais ça a été racheté assez vite par France Télécom. Ça devait être le grand truc qui allait concurrencer, qui allait empêcher Amazon de rentrer en France, enfin bon bref. Alors les 3-4 premières années à alapage.com c'était bien. Et il y a eu d'ailleurs un tas d'autres sites, hein, qui se sont créés. Bon, avec la nouvelle économie, on appelait ça la nouvelle économie, il y avait Marco Poli, pour l'électroménager, voilà, c'est là que ça a été le grand boom, hein, 2001-2002. Bon. Et donc, voilà, donc j'ai commencé, enfin, à part le eBazaar où j'ai fait 7 ou 8 achats, des petits achats, des petites conneries, mon premier objet neuf, c'était alapage.com, 14 mai 2001. Voilà, et là je vois, juin 2001, je souscris au forfait 20 heures par mois. Voilà. C'était Net Compagnon, c'était Orange qui nous faisait une réduction, on payait 30% de moins, bon voilà. Et puis, entre-temps, eBazaar se fait racheter par eBay, parce que eBazaar, c'était des malins. Ils avaient racheté le nom de domaine ebay.fr, et donc du coup, ça avait empêché eBay de s'installer convenablement et de prendre le marché français. Parce qu'eBay déjà commençait à bouffer le monde entier, mais comme les propriétaires d'eBazaar avaient acheté le nom de domaine ebay.fr, parce qu'eux, ils avaient été plus malins que les autres, voilà, ils ont été un peu futés, et donc du coup eBay existait en même temps qu'eBazaar, mais il y avait fort peu de vendeurs français, et il fallait faire ebayfrance.com, je crois. Ils avaient été obligés de faire ebayfrance.com. Donc ils avaient une autre lien internet. Et donc en 2001, fin 2001, eBazaar se fait racheter et croquer par eBay pour récupérer le fichier client, et nous on se retrouve fusionnés avec les anciens clients d'eBazaar, sont transférés sur eBay en fait. Alors ils nous ont repris l'ancienneté, et d'ailleurs je fais mon premier achat
sur eBay le 17 novembre 2001. C'est un double CD scellé neuf de la série Cosmos 99 qui était à l'époque vendu uniquement. Il fallait faire partie du club en Grande-Bretagne. Il fallait être adhérent au club en Grande-Bretagne, du club, je crois que c'était le club Fanderson, je crois, voilà, c'est le club Fanderson. Donc le club qui regroupait les fanatiques des séries de Jerry et sa femme là, Anderson, là, qui ont fait Cosmos 99 et puis toutes ces séries avec les marionnettes en bois, là, les sentinelles de l'air, je sais plus quoi, enfin bon bref. Et donc moi j'aimais bien je voulais cette bande originale de série, donc ce score. Je la voulais vraiment et je me suis battu et je me souviens que j'ai acheté, je l'ai gagné aux enchères parce qu'à l'époque il y avait beaucoup d'enchères, il n'y avait pas d'achat immédiat, c'était très, très peu courant. 170 livres sterling à l'époque, c'est une somme énorme. Et à l'époque, je me souviens, donc il fallait rajouter le port après. Et je me souviens que j'avais envoyé l'argent, j'avais fait un mandat postal. Parce qu'à l'époque, pareil, on ne pouvait pas faire des virements par Internet. Il y avait pas, les banques françaises étaient complètement hors du coup, étaient très en retard sur Internet. Il y avait des banques qui avaient la gestion des comptes en banque sur Minitel, mais ça c'était bon que pour la France. Et je crois pas qu'on puisse faire à l'époque des paiements par Minitel. Hein. Puis alors pensez un peu en Grande-Bretagne, alors là bon c'était impossible. Donc mandat postal avec commission, enfin bon le truc, voilà, aller au guichet, enfin bon voilà. Et moi ce que j'ai fait, donc parce que j'ai commencé évidemment avec eBay à m'intéresser à ce qui se passait à l'étranger, notamment pour des pièces de rechange, des circuits intégrés des années 60, parce que les circuits intégrés, ça a commencé à la fin des années 60, et quand on a comme moi des vieilles machines anciennes qui ont besoin de stock de pièces ou de maintenance, et c'est là que j'ai commencé à regarder un peu ce qui se faisait aux USA, et là j'ai vu qu'on trouvait des choses aux USA, des stocks là-bas, ils ont des stocks... parce qu'en France, il n'y a plus de stock aussi. Ça, c'est à cause de Giscard et de Chirac qui ont foutu un impôt sur les stocks en 76 pour voler de l'argent aux travailleurs, à ceux qui enrichissent ce pays. Et donc, tous ceux qui avaient des stocks, dans les années 70, ils ont tout foutu en l'air pour ne pas avoir payé trop d'impôts sur les stocks. Donc, tout ce qui était ancien, ils avaient tous les marchands, les commerçants qui avaient des choses en stock depuis les années, même des fois avant la guerre, tout ça c'est parti à la poubelle à ce moment-là, quoi. Donc, merci encore les politiciens français avec leur esprit toujours de collectivisation pire que l'URSS, de foutre l'impôt sur les stocks. Voilà, c'est lamentable encore. Enfin bref. Donc tout ça, ça explique aussi pourquoi en France, dans les années 80 et 90, on ne trouvait plus rien aussi. Parce qu'il y avait des stocks nulle part. Tous les commerçants, les marchands et les grossistes balançaient le maximum de choses. C'est comme ça d'ailleurs que je me souviens aussi, il y a eu, ça a été d'ailleurs, comment dirais-je, il y avait des sociétés qui ont délocalisé leurs stocks en Allemagne ou qui ont vendu à d'autres sociétés en Allemagne, en Belgique, en Suisse même. Je crois qu'en Suisse, il y en a un qui avait racheté tous les stocks de vieilles pièces de chez Citroën, vous voyez, bon, les pièces d'origine, attention, il y avait des stocks pas possibles en France. La France, c'était le pays des stocks avant. Et donc, et tout ça grâce à nos politiciens véreux, et donc aucun n'a supprimé l'impôt sur les stocks depuis d'ailleurs, hein. Donc ils sont toujours bien d'accord, ils ont comme ça détruit, enfin bon, ça a été un saccage industriel pas possible. Et ça se ressent hein, sur la collection de tout d'ailleurs, parce que même les disques aussi, les disques n'étaient pas stockés, parce que l'impôt sur les disques aussi, sur les stocks de disques, et c'est comme ça que tout est parti à la destruction, sauf des fois il y a des malins qui ont récupéré des trucs, bon il y a eu une affaire il y a quelques années, mais on n'en parlera pas, bon. Et donc moi le 1er mars 2002, je m'inscris à PayPal. Mais alors là c'est pareil, je dis aux jeunes, c'est pas le PayPal de maintenant, hein. Le PayPal de l'époque c'est PayPal USA. Et donc c'est tout en américain,
pas en anglais, c'est en américain, avec des tournures de phrases de cow-boy impossible à comprendre, très difficile. Alors moi j'ai réussi, alors j'avais vous imaginez, je prenais la phrase, je la traduisais avec le dictionnaire. Alors heureusement que moi j'ai un peu de doc technique américaine des années 60, qui est déjà en langage plus compréhensible. Hein, bon. Sur du vieux matériel, j'ai un oscilloscope Tektronix, et heureusement que dedans, comme je l'avais lu et étudié à l'époque, j'étais obligé. Donc bon, il y avait quand même certaines tournures, j'y arrivais. Donc en 1er mars 2002, je m'inscris sur PayPal pour pouvoir faire des achats, notamment aux États-Unis. Je m'en sers pour ça aujourd'hui, au départ. Et après, au bout de quelques années, au bout de, je sais pas, 2, 3, 4 ans, en France, tout le monde s'est mis à PayPal, quoi. Voilà. Mais au début, moi, je peux dire que je suis un des pionniers, on va dire, en Europe, à part la Grande-Bretagne. Hein. Bon, c'est la Grande-Bretagne, je pense que eux, ils devaient être un peu en avance sur nous. Mais disons qu'avec la barrière linguistique, d'ailleurs un jour j'avais eu pour, je sais plus quel litige, un des rares litiges que j'ai eu avec un vendeur, bon, un jour je suis tombé il y a quelques 2-3 ans sur une dame qui me dit «Ah mais vous êtes client depuis 2002, vous êtes, ça fait longtemps» et tout ça. Je dis «Ah oui bien sûr, je dis, moi j'aime bien PayPal», enfin bon, etc. Et dans la foulée, parce qu'en 99 arrive aussi, dans les premiers endroits, arrive la DSL. Au début, c'est très cher, c'est hors de prix. Donc moi, comme je vous explique, j'achète l'ordinateur en mai 2001, hein, bon, et je prends la DSL en avril 2002. Donc, on va dire un an après. En avril 2002, j'ai la DSL. Évidemment, là, ça change quand même tout, même si le débit à l'époque n'est pas extraordinaire, mais enfin, bon, là, ça, on peut... donc là, je suis sur eBay sans arrêt, etc. Bon. Je me fais toute ma hi-fi par eBay en achetant des appareils, notamment beaucoup de choses en parfait état en Allemagne, que je reçois très bien emballées en général. Les Allemands en général savent faire des colis, des super états. Alors moi après j'ai tout remis à neuf, j'ai refait l'électronique comme il faut. Bon. Et je continue à acheter des petites choses sur Tino en France, etc. Alors ce qui se passe aussi, le 2 juin 2002, je fais mon premier achat sur Amazon, 2 juin 2002. Donc ça fait quand même, ça va faire 22 ans là. C'était un CD d'ailleurs, je sais plus de quoi, enfin je pourrais le retrouver d'ailleurs, mais c'était un CD. D'ailleurs j'avais commandé sur Amazon. Et alors ce qui est marrant, c'est que ça tombe à peu près en même temps où à la mi-2002, il y a le fameux crack de la bulle Internet, là, la nouvelle économie. Alors là, ça a été une hécatombe, il y a eu beaucoup disons que là, il y a eu beaucoup de sites marchands qui ont commencé à couler, là, 2002, 2003, 2004, 2005. Ça a été vraiment l'hécatombe. Alors certains qui étaient moribonds ont réussi à tenir un peu plus longtemps. Mais disons que tout ce qui était pas, qui n'avait pas vraiment comment on appelle ça là, de business plan qui tenait debout, si ça tenait pas debout, c'est dans ces années-là que ça a coulé, quoi. Donc voilà, le 22 juin 2005, je réalise mon premier achat au Japon. Alors le Japon, c'est un pays au niveau de l'internet, d'internet qui est très fermé. Même aujourd'hui en 2024, pour acheter au Japon, c'est pas évident. Alors c'est là que dans ces années-là se sont aussi installés des intermédiaires de confiance, on dirait, enfin ils sont obligatoires d'ailleurs, hein, donc des gens que tu contactes, tu leur dis voilà, je suis intéressé sur tel site d'acheter tel appareil, alors tu leur envoies le lien avec, il fallait leur envoyer le lien avec la page avec l'appareil. Donc eux ils te disaient voilà, l'appareil vaut tant de yens, donc plus notre commission ça fait tant, plus le port ça va faire tant, etc. Et toi en plus quand ça arrive tu te prends la douane. Hein, bon. Donc, et j'ai acheté comme ça mon premier appareil, c'est que j'ai toujours.
C'est une platine tourne-disque à diamant, hein, bon, une Technics SL1200 MK4 que j'ai dédié uniquement à la lecture des 78 tours. Voilà, parce que bon, moi j'en ai beaucoup et donc je veux une machine à part pour ça. Alors au début, Internet, j'explique aux jeunes, parce qu'au début, les gens qui ont Internet, c'est un peu, allez, l'avant-garde. Et de gens donc, qui ont un certain niveau d'éducation, qui ont une certaine paye, donc parce qu'il faut avoir des moyens à l'époque de dégager de l'argent en dehors de ses dépenses habituelles, de ses centres d'intérêt habituels. Il faut avoir de l'argent pour s'acheter un ordinateur, il faut savoir s'en servir, donc il faut quand même être un peu adroit. Il faut être un peu technicien, un peu... bon, il faut savoir... disons que c'est un niveau de catégorie, alors c'est pas les CSP+, mais évidemment les CSP+, c'est eux qui s'y mettent d'abord. Bon, moi je suis pas CSP+, hein, bon, je suis cadre aujourd'hui, mais à l'époque je n'étais pas cadre, j'étais un simple agent. Et bon, disons qu'il fallait il fallait avoir un vif intérêt pour Internet, déjà pour s'y mettre à cette époque, hein, en 2000, 2001, 2002, même 2003. Et donc, au début, j'hésite pas à le dire, on se retrouve vraiment ce qu'on appelle entre gens bien, entre gens de bonne compagnie. Donc, quand on achète un objet, même sur voilà, eBazaar, eBay, il y a vraiment un dialogue qui se fait avec la personne. On peut même lui écrire, enfin on peut toujours le faire d'ailleurs, hein, on lui crée avant, on discute. Enfin, c'est vraiment, à l'époque, c'est vraiment à la bonne franquette. Ce sont des particuliers qui, au départ, voilà, ce sont des particuliers qui mettent en vente les trucs qu'ils ne veulent plus, leurs machins en trop, leurs vieux trucs, leurs vieux appareils, leurs vieux disques, enfin, tout ce que vous voulez, leurs bibelots, leurs vieux vêtements. Les professionnels vont investir ces plateformes comme eBay et tout ça, de troc en fait. Hein, ça va être un peu plus tard, quoi. Hein, bon. Alors moi j'avais remarqué que vraiment l'ambiance était excellente jusqu'en 2006. Jusqu'en 2006, vraiment, il n'y a pas de voleurs, il n'y a pas d'arnaque sur Internet, il n'y a pas des gens, tu vois, qui se barrent avec la caisse. Ça n'existe pas, enfin c'est marginal quoi, bon c'est vraiment... voilà. Et puis à la fin 2006, ça devient bizarre. Alors moi après, à l'époque, j'avais pas fait le rapprochement, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est à ce moment-là où les ordinateurs, bon déjà, deviennent de mieux en mieux au niveau qualité, et le prix des ordinateurs s'écroule, il est divisé au moins par deux, à puissance égale, hein, donc les ordinateurs deviennent vraiment pas chers à partir de 2006, et les abonnements aussi à la DSL diminuent, donc c'est comme ça qu'il y a il y a une nouvelle clientèle qui peut débarquer tambour battant sur Internet. Alors quand je dis clientèle, c'est à la fois des acheteurs et des vendeurs, hein, bon. Et donc là, on se retrouve, excusez-moi l'expression, mais avec le tout venant. Donc vous avez maintenant, après 2006, à partir de 2007, vous avez toujours des gens bien, vous avez des gens moins bien, vous avez franchement des escrocs, vous avez les escrocs, vous avez des gens qui se foutent de la gueule du monde aussi, des gens négligents, des abrutis, enfin voilà, vous avez la société, l'ensemble de la société, avec le bon grain est livré, on va dire, qui débarque sur Internet. Et donc là, à partir de 2006, de fin 2006, début 2007, il faut commencer à être méfiant. Il faut commencer à regarder le gars, ce qu'il écrit, comment il écrit, les tournures de phrases pour voir le milieu du gars. Il faut bien regarder les réputations avec les étoiles et tout ça. Il faut, si on a un doute, il ne faut pas acheter. Voilà, donc là vraiment, il faut commencer à être sur ses gardes à partir de 2007. Hein, vraiment, bon, je le dis. Alors entre-temps, apparaît la plateforme Le Bon Coin. Donc ça apparaît en 2006, courant 2006. Donc je découvre ce truc là aussi, donc les gens mettent leurs petites annonces,
Alors c'était pour faire concurrence à eBay qui prenait des commissions, etc. Avec un cadre, on va dire, ça allait de s'inscrire, un cadre très strict. Et là, à l'époque, au début, Le Bon Coin, c'est pas Le Bon Coin qu'on connaît maintenant. Il n'y a pas de système de paiement, c'est vraiment les petites annonces qui sont ouvertes aux quatre vents. Donc là, il y a beaucoup d'escrocs qui s'y mettent dans Le Bon Coin. C'est vraiment archi connu, quoi. Que bon, Le Bon Coin, ça a été un repère quand même comment on dit, de fric-frac, hein, comme on dit, d'arnaque, etc., etc. Et moi, je fais le premier achat par Le Bon Coin, c'est le 9 novembre 2006. J'étais allé d'ailleurs avec un ami, parce que j'avais toujours pas de voiture, toujours plus de voiture à l'époque, avec un collègue, Alain, là, on était allé je sais même plus dans quel département, là, dans le Loiret, je crois. J'avais acheté un lot de 78 tours de Tino Rossi et aussi de Georges Thiel, parce qu'il y avait ces deux interprètes, parce que moi j'aime bien Georges Thiel aussi, en 78 tours. Et donc, c'est le plus grand ténor français quand même. Et donc voilà, ça a été mon premier achat, Le Bon Coin, 9 novembre 2006. Vous voyez, je vous dis tout. Donc bon, là, c'est les grandes années, enfin, j'achète beaucoup de choses, etc. Je me souviens très bien que à un moment donné, mes parents, ils ont eu un coup de 380 volts sur les lignes. Ça leur a cramé leur chaîne IFI. À ce moment-là, il n'y avait plus de pièces dans les circuits de dépannage classique. J'ai dit à mon père, ne t'affole pas, avec Internet, je vais acheter des machines pas chères qui se mettent sous tension, même si elles sont buniées, on s'en fout. Et donc j'ai racheté comme ça pour une bouchée de pain, en général en Allemagne ou en France d'ailleurs. À ce moment-là, la France commençait à débloquer un peu. J'ai racheté tous les éléments qui avaient cramé et j'ai pu réparer la chaîne IFI. Vous voyez, donc au fur et à mesure des années qui passent, ça se fait pas d'un coup. C'est pas comme maintenant, on peut même s'acheter à bouffer, être livré. Enfin bon, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui, mais c'est-à-dire qu'au début, il faut faire comprendre à la jeunesse, n'est-ce pas, qui n'a pas connu, qu'au début, c'est-à-dire les barrières. Bon, il y a des barrières, des limitations physiques. Au début, il n'y a pas beaucoup de choses à vendre sur Internet. Puis l'offre s'étoffe, les usages en même temps, ils s'étoffent. Et donc, les œillères qu'on a, elles s'étoffent. Moi, par exemple, il y a 15 ans, j'aurais jamais imaginé me commander du shampoing par Internet. Quand toi tu aimes bien un shampoing et que tu trouves en supermarché, tu l'achètes en supermarché, mais le jour où tu ne le trouves plus, mais que tu peux encore le trouver par Amazon par exemple, eh ben, tu te dis après tout, et même des fois pour des prix pas chers, tu te dis après tout, moi je veux garder ce shampoing, et ben, je me fais une grosse commande. Alors évidemment tu en commandes 10 d'un coup, hein, tu n'en commandes pas un. Mais bon, voilà, donc si vous voulez, ce sont les tabous qui sautent les uns après les autres. C'est pas comme ça qu'on arrive le lendemain, c'est pas comme les gosses qui maintenant, dès la maternelle, ils tripotent des tablettes, et voilà. Donc ça n'a rien à voir, c'est une autre époque, c'est un apprentissage qui se fait, c'est un usage en fait. Et comment dirais-je, alors en plus ce qui était bien, c'est que à l'époque, je me souviens, eBay, c'était le site d'enchères. C'était les enchères électroniques. Et donc, ça démocratise les enchères. Et moi, je me souviens, effectivement, comme le disait un collègue de la Vinisphère, 3 heures du matin pour acheter un disque, pour gagner une enchère, parce que tu avais un disque à vendre aux USA ou je sais pas quoi. Moi aussi j'ai connu ça, hein. Bon, donc tout marché par enchère, très très peu d'achats immédiats, je ne sais même pas si ça existait au départ, d'ailleurs j'ai oublié. Et donc il y avait même des robots enchérisseurs style Auction Sniper, où pour moyennant une petite commission, ils te mettaient les enchères automatiques pour essayer de gagner, de doubler, de mettre l'enchère au dernier moment pour pas que le prix monte beaucoup. Bon, ça marche un temps, mais après, comme tout le monde le fait, ben après ça ne sert plus à grand chose, c'est malheureux.
Alors je m'en servais quand même quand des fois je savais que tel jour où, par exemple j'étais pas chez moi, j'avais pas internet, c'est pas comme maintenant où on a une tablette. Donc là, quand je faisais comme ça, là je programmais des trucs hyper importants, je programmais pour l'enchère, hein, je mettais le robot, comme je disais. C'était un robot d'enchère, hein, bon, donc voilà. Et à l'époque, je me souviens très bien que eBay, donc jusqu'en avril 2008, lorsqu'on enchérissait sur un objet, quand il y avait plusieurs enchérisseurs, on avait le pseudonyme, le pseudo donc de l'enchérisseur, on le connaissait. Donc tu pouvais voir si c'était un enchérisseur qui avait, si c'était un enchérisseur sérieux, si c'était, ou alors si c'était un vrai faux enchérisseur, un truc qui venait de s'inscrire. Donc là, ça pouvait être un escroc. Donc il y avait quand même, disons que c'était plus facile pour voir les arnaques, voilà. Parce que bon, il y avait des petits malins qui s'enchérissaient dessus, il y avait des, bon, vous savez qu'il y avait ces trucs-là déjà, hein, surtout après, dans ces années-là, là, bon. Et alors en avril 2008, eBay, sous des prétextes fallacieux, que soi-disant il y avait des escrocs qui envoyaient des offres de la seconde chance, des fausses offres, enfin bon, que sais-je, ils ont décidé de ne plus faire apparaître le pseudo des autres enchérisseurs. Et là, alors là, ça a permis toutes les magouilles. Alors là, c'était vraiment open bar pour les magouilles, avec les fausses enchères, les trucs qui montaient. Ça voulait rien dire du tout. Puis après, évidemment, comme ils ont tellement abusé, ben, l'objet, en fait, n'était pas vendu. Donc, un mois et demi après, le même objet, avec, par exemple, on va dire, le même défaut, au même endroit, revenait. Bon, je veux dire, c'était du foutage de gueule. Donc, du coup, le fait d'avoir supprimé c'est un peu l'histoire d'Internet que je vous fais là, les pseudos sur eBay, ça a cassé le système d'enchères parce que les gens après ils mettaient leur prix, puis après stop quoi, je veux dire, bon, il y en avait marre, donc du coup, c'est là que, en plus avec l'arrivée des professionnels, de tous ces marchands, ces demi-marchands, etc., qui se sont mis aussi, parce qu'ils perdaient la clientèle aussi, naturellement, ils perdaient la clientèle en magasin, et ou en stand, ils se sont mis aussi, et beaucoup se sont mis sur Internet. Et donc à ce moment-là, c'est l'achat immédiat qui est apparu. Achat immédiat, alors après, bon, évidemment, quand ils mettaient des prix trop gros, ben, ça partait pas. Alors c'est là qu'ils ont créé aussi l'offre, alors donc l'acheteur pouvait faire une offre, donc après ça pouvait négocier et éventuellement arriver à un achat immédiat, bon, avec une offre, bon, toutes ces choses-là existent de nos jours, mais à l'époque, tout ça c'est arrivé progressivement, c'est pas arrivé comme ça, voilà, avec un truc clé en main, hein, ça s'est construit, et l'utilisation aussi s'est construite comme ça, mais au fait, pourquoi pas acheter et même le plus grand tabou, enfin le plus dur, c'est l'alimentaire, quoi. Bon, moi, j'achète pas de produits frais par Internet, hein, ça, c'est pas un truc que je fais. Mais bon, voilà, des petits bonbons, des choses qu'on ne trouve pas aussi, des choses qu'on n'arrive pas ou plus à trouver en vente normale, parce qu'aussi les marchands dans les commerces aussi, pareil, les commerces ils pleurnichent, parce qu'on ne veut plus les voir, mais bon, toi tu sais que tu vas faire 10 commerces, et ils vont plus avoir ce que tu veux, t'en as marre, alors tu regardes les prix, si c'est correct, eh ben, tu fais une commande par internet, et puis tu perds pas de temps, quoi, tu as autre chose à faire hein, dans la vie. Hein. Donc voilà quoi. Et alors là, il arrive en septembre 2008, ça a été le grand crash boursier, avec le crash mondial, la crise économique, venue tout droit des États-Unis, comme d'habitude, hein, toujours, les catastrophes arrivent toujours de là-bas, directement ou indirectement d'ailleurs. Et donc, septembre 2008, là c'est la catastrophe. Donc tous les gens qui avaient des placements d'ailleurs, en assurance vie, en unité de compte, là, alors là, moi heureusement j'avais tout sorti quelques mois avant, sinon j'aurais perdu 60% de ce que j'avais. Donc bon, de mes économies de l'époque. Et donc j'avais pu les sauver heureusement, mais enfin bon, je vous dirai pas comment. On ne parle pas d'argent sur cette chaîne. On ne parle jamais. L'argent c'est très secondaire, vous savez. Ça va, ça vient l'argent. Et d'ailleurs, alors là, à partir de là, tous les sites qui étaient déjà brinque-ballants depuis 2002, depuis donc
le crack de la bulle Internet au départ. C'était un crack juste de la bulle Internet. Mais après, avec la crise des subprimes là, en 2008-2009, alors là, à la page coule. Enfin, il est racheté, mais bon, en fait, le truc, ça devient n'importe quoi. Enfin, ça coule. Et d'ailleurs, j'ai noté 17 juin 2013, faillite, liquidation de Virgin Megastore. Ça, je me souviens de Virgin Megastore. Moi, j'y allais souvent, d'ailleurs. En plus, je travaillais pas loin. Et parce que Virgin Megastore sur les Champs-Élysées, c'est équidistant entre le centre téléphonique de Beaujon et le centre téléphonique de Bassano. C'était mes deux centres, quoi. Donc, bon, donc je passais devant. Et j'en prenais le métro en rentrant. Et donc, c'était un magasin immense. C'était un ancien grand hôtel, je crois, qui avait été converti. Et en magasin, bon, c'était super. Donc, ça fait plus de 10 ans que ça a coulé, Virgin Megastore. Il y avait les dernières nouveautés, même en livres. Même la librairie était extraordinaire, hein, au sous-sol. Bon, en disque, en DVD. Enfin, bon, les disques, c'était des CD, hein, au départ. Bon, après, il y a eu. Je me souviens, en 2003, il y a eu l'espèce de revival. Ils ont commencé à réimprimer, enfin à represser des vinyles normaux. Alors je dis toujours ça parce que vinyles normaux, parce que bon, on doit le salut d'ailleurs du disque. Il faut jamais l'oublier quand même si bon, c'est pas du tout ce que j'écoute et je déteste ça. À la dance, là, tous ceux enfin, tous les, comment ça s'appelle, les DJ de boîte de nuit là, qui scratchaient avec leur truc débile là. Et puis les rappeurs aussi pareil, hein, bon, donc c'est quand même grâce à ces deux styles de musique que moi j'exècre, hein, bon, vraiment je trouve ça, enfin pour moi c'est pas de la musique, c'est du bruit, quoi. C'est des sons, c'est la cacophonie. Mais c'est grâce à eux que en 2024 nous avons toujours des disques. C'est pour ça, bon, je rends quand même hommage, hein, parce que moi je tiens quand même à. J'ai mon opinion sur le sujet, mais je tiens à rester objectif et à faire la part des choses. Donc à partir de 2003, il y a eu des repressages, c'est pas tous très bons d'ailleurs, entre parenthèses. Des fois ils ont repressé avec des matrices, ils ont récupéré des matrices qui avaient déjà une trentaine d'années, donc faut savoir que les matrices en cuivre nickelé, bah c'est comme les bibelots en cuivre, hein, ça se pique, ça fait du vert de gris, même si c'est même au sec et tout ça, bah oui, mais par endroit, puis ça dépend comment elles ont été fabriquées, ça vieillit, donc il y a des disques qui étaient repressés avec ça, donc c'était zéro. Bon, des fois ils ont refait les matrices, donc ça allait, bon. Donc voilà, bon, ils avaient commencé, mais c'était pas très. Plus rien n'était pressé en France avec la désintégration des grosses usines, des majors qui avaient balancé tout, donc bon, toute leur presse, il y avait des presses, même les dernières presses chez Pathé Marconi, chez EMI, elles étaient en DMM, hein, on dirait, donc on se passait du pyrolac, donc on avait un meilleur résultat, enfin bon, tout ça, ça a été foutu en l'air, enfin, c'est dramatique, quoi. Maintenant, quand je vois qu'à l'heure actuelle, on represse des vinyles en faisant avec une bande magnétique et en gravant d'abord une laque et en la métallisant, c'est vraiment, enfin bon, c'est le 78 tours, quoi, je veux dire, c'est malheureux parce que on sait graver maintenant les mers métalliques, la première mer métallique, on sait la graver directement, quoi, donc il y a moins de galvanoplastie, enfin il y a moins d'étapes, le rapport signal-bruit est meilleur, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, les gens ils se sont mis sur ce truc, bon, enfin bref, l'argenture, tout ça, galvano, enfin bon. C'est lamentable. Et donc, je dis aux petits jeunes, maintenant c'est facile. C'est très facile de commencer une collection en 2024. Une collection de disques, c'est hyper facile. Il suffit d'espionner tous les sites d'enchères et de petites annonces. Alors maintenant, bon, il y a même Vinted qui est arrivé depuis quelques années. Bon, moi, Vinted, je l'ai connu par ma grande sœur. Qui s'achètent des fringues de grandes marques, qui arrivent à trouver des trucs et tout ça, et elle m'a dit tu devrais aller voir Vinted et tout ça. Je dis bon, je n'ai rien à cirer, tout ça, enfin bon bref. Et un jour, un jour j'y ai pensé, il y a quelques années, hein, je sais pas plus quand c'est sorti ce truc là, bon, il y a 2-3 ans après que ce soit sorti, en France, qu'est-ce que je fais, je tape Tino aussi, et là je vois qu'il y a des listes de Tino. Je me dis, tiens, c'est étonnant. Bon, évidemment, j'en ai quand même pas mal, tellement que, bon, maintenant, la plupart des choses que je vois,
je les ai déjà, mais quand même, parfois, sur Vinted, j'arrive, même moi, qui ai déjà beaucoup de choses sur Tino Rossi, euh, j'arrive à trouver, puis je vois un peu dans la vinisphère, bon, collectionne pas les mêmes choses que moi, c'est clair, mais tu peux trouver que ce soit de la variété française ou des groupes anglo-américains, variété internationale, groupes très très bizarroïdes, bon, des trucs que j'écoute pas, bon, évidemment du classique, ça tient à la tonne, bon, comme d'habitude, mais plus grand monde en veut maintenant, c'est vrai. Mais au moins, quelqu'un qui cherche du classique, il peut le trouver aussi. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y a des choses qui sont très recherchées, parce qu'il y en a eu peu. En réalité, ce qui est collectionné, qui vaut cher maintenant, c'était les groupes des années 60, 70, 80, qui étaient des groupes à l'époque confidentiels, pour ne pas dire cafardeux, hein, bon, qui écoutaient certaines bandes de jeunes, etc. Donc c'est ça que maintenant les grands collectionneurs de la vinyl-sphère, la vinyle-communauté, comme ils disent là, collectionnent, mais bon... on peut aussi collectionner des trucs qui ont été très courants. Tino Rossi a été à une époque, puisqu'il reste, même de nos jours, le plus gros vendeur de disques cumulé en France, et le plus gros vendeur de disques français. Hein, bon. Donc c'est lui, mais attention, il y a quand même des disques qui sont rares chez lui. Tout n'est pas courant. Hein. Et donc on peut comme ça facilement se faire une collection. Alors justement, bon... je reprends un peu mes petites archives. Donc j'achète Opus, j'achète dans des magasins un peu spécialisés, j'achète sur eBay, Le Bon Coin, voilà, des trucs un petit peu au détail. Bon, là j'avais pas trop répertorié, hein, pas tout répertorié, bon. Alors après, bon, moi aussi j'avais mon réseau, parce que faisant partie du club Tino Rossi, qui fut le premier artiste français, et peut-être même dans le monde, je sais pas, mais le premier artiste français à avoir un fan club, hein, il faut quand même le savoir, 1937. Le club a duré de 1937 à fin 2012 quand même, hein, c'est quand même pas mal. Et donc là j'ai mon réseau et je commence à racheter aussi des collections. Alors, ce qui est assez curieux, c'est que c'est des gens, ou bien je contacte, parce que je reçois le bulletin du Club Tino, je vois des annonces de choses à vendre, ou j'essaye de sympathiser avec des collectionneurs, évidemment, qui sont plus âgés que moi. Statistiquement parlant, c'est tout à fait normal. Et aussi parce que je commence à avoir des petites annonces par Internet, sur Le Bon Coin, sur des choses comme ça. Et je contacte, et dans la discussion, j'apprends que le papa, la maman, l'oncle faisaient partie du club Tino Rossi. Donc, si vous voulez, même si après la transaction ne se fait pas par Internet, avec des paiements par Internet, mais le premier contact, j'ai beaucoup de premiers contacts qui se font par, alors que ce soit par Le Bon Coin, ou alors il y a des sites qui n'existent plus, ou qui n'ont plus la même audience, on va dire. Voilà, par exemple, j'avais acheté en 2007 des disques à la Phonogalerie à Paris, qui existe toujours, la Phonogalerie. Mais au départ, je découvre que la Phonogalerie existe par Internet. Après, je vais rencontrer le gars, hein, monsieur Haro, que je connais bien, et voilà, et ça se fait comme ça. Et donc, après, je vois par exemple, non, là ça s'est pas fait comme ça, c'est fait par une convention, contact par une convention. Après, je vois par exemple un monsieur à Levallois-Perret, c'était les disques de son père, je crois, 78 tours, il avait des boîtes de 78 tours magnifiques. Et il avait une belle boîte, dedans il y avait 21 78. Je crois qu'il y a eu un ou deux cassés que j'avais jetés, mais il restait 21 78 tours, neuf. C'était neuf. Ils sont dans ma collection. Voilà, 14 avril 2008. Voilà. Donc ça c'était un premier contact par le site 78tours.com. Donc voilà, ça a été. Après il y a eu j'avais racheté en juin 2009 une petite collection sur Tino. À une dame dans Lyon, pareil, c'était un contact à partir d'un site internet.
obscur, un site d'annonce, mais qui existe, je ne sais même plus lequel c'était, ça n'existe plus tout ça. Voilà, après je vois vendeur eBay. Alors ça c'est un vendeur eBay, j'avais écrit, et puis finalement on est passé en dehors d'eBay, je suis allé le voir, et il y avait des 78 tours, il y avait des rares dedans d'ailleurs, je me souviens. Voilà, donc ça c'est un contact par eBay, puis après, voilà, un truc de côté. Voilà, je vois, j'en ai pas mal, hein, je vois bien beaucoup d'anciens collectionneurs aussi de Tino Rossi, alors d'héritiers, hein, bon, c'est des gens qui seraient maintenant plus que centenaires, hein, la plupart, hein, pas loin. Voilà, grâce au Bon Coin, j'avais pris contact avec le fils de quelqu'un qui était un grand directeur chez Pathé Marconi, et je lui ai racheté tout ce qui concernait sur Tino. Il y avait des test pressing, il y avait des pyrales avec des choses inédites, qui se sont avérées inédites, hein, dessus. Hein. Donc bon, des choses très intéressantes. Et j'ai fait comme ça ma collection grâce à Internet, en grande partie grâce à Internet. Voilà, il y a une fois, je me souviens, voilà, c'était en avril 2013, voilà, j'avais été à Istres, parce que j'étais dans les Bouches-du-Rhône à ce moment-là, j'avais acheté un paquet de 20 78 tours neufs à 20 euros, le mec avait l'impression que je le volais, en réalité il n'y avait qu'un seul 78 tours neufs, celui où il chante Près de la cascade, Tino. Absolument, donc j'ai payé ce disque 20 euros plus l'essence pour faire l'aller-retour en voiture. Ce disque, je ne l'ai jamais retrouvé neuf dans aucune autre collection. Et pourtant, je peux vous dire que depuis 2013, des collections, j'en ai rentré. Et donc, après tout, pour moi, c'est quand même une bonne affaire. Mais au départ, c'est un contact Le Bon Coin. Voilà. Pareil, j'avais racheté la collection une grande partie de la collection d'un des anciens présidents du club Tino Rossi en mai 2013. Donc au départ c'est un contact à partir du Bon Coin en novembre 2012. Bon, au départ disons que la personne enfin, demandait beaucoup trop d'argent, enfin, c'était pas raisonnable quoi. Donc bon, après, bon, je pense qu'elle s'est renseignée, et après elle est revenue à un prix plus normal, enfin, et elle a accepté mon offre, voilà. Bon, elle a réfléchi, quoi, bon, hein, parce que des fois les gens se rendent pas compte les codes ça varie, ça monte, ça descend, bon, voilà. Voilà, j'en ai plein, j'ai 8 pages entières comme ça, de trucs comme ça, où plus de la moitié des achats, c'est grâce à Internet. Donc, je veux bien expliquer aux plus jeunes qu'avant, c'était impossible de faire des collections. Moi, j'ai racheté donc des collections de personnes qui sont décédées dans les années 80 ou 90 ou 2000 ou 2010, donc des gens âgés, bon, à 80 et quelques, bon, des fois, ces gens sont morts beaucoup plus jeunes d'ailleurs, hein, bon, mais leurs enfants avaient gardé tout ça. Et donc, c'est des collections qui ont été confectionnées dans les années 50, 60, 70, voilà, c'est 80, hein, 80, même 90, hein, jusqu'à leur disparition. Et bon, et donc, ces collections, ces gens-là, c'est tout à leur honneur, hein, ils étaient fiers de ce qu'ils avaient réussi en échangeant les disques, ils allaient se voir entre eux, ils se revendaient entre eux leurs doubles, etc. Donc moi j'ai des courriers qui expliquent tout ça avant Internet. C'est le cirque, hein. Ils s'envoyaient des colis, il fallait emballer ça, puis des fois ça se perdait, ou alors ils venaient se voir en train, ils profitaient de tel événement qui concernait Tino, hein, je parle pour ma partie, pour se rencontrer à tel endroit, ils s'échangeaient les trucs en même temps qu'ils se retrouvaient au puce tel jour, enfin bon, c'était très compliqué, il fallait... Les gars venaient en train, donc ils avaient... Et puis à l'époque, c'est pas comme maintenant, les gens avaient moins de congés.
les emplois du temps, tu sais, les gens ils prenaient leur congé annuel, il y avait les juilletistes et les haussiens, tu vois, bon, en dehors de ça, les gens travaillent toute l'année, donc il n'y avait que le samedi et le dimanche où ils pouvaient circuler, donc bon, déjà tu as travaillé toute la semaine, tu peux pas poser un jour ou deux comme ça, moi, comme on dit par exemple, si j'ai une urgence, comme on dit perso, sur Tino demain, je pose un jour avec l'ordinateur justement, grâce à Internet. Voilà, bon, en plus, bon, moi personnellement, je suis à un grade maintenant, et un grade et un rôle aussi, où je ne suis pas attaché à une chaise, parce que moi je connais des gens qui sont plus gradés que moi, qui doivent faire des permanences pour surveiller l'état du réseau internet, ou l'état du réseau téléphonique, ou l'état du réseau vidéo national. Donc il y a des gens qui doivent être là à moyenne ou à haute responsabilité, ou très haute, et donc ils doivent être contactés, etc. Bon, donc moi c'est vrai que comme beaucoup de gens, je peux poser un jour de congé en urgence grâce à Internet. À la rigueur, je préviens mon chef, j'envoie un coup de fil, un petit mail, voilà, un SMS. Donc maintenant il y a un tas de moyens de communiquer. Tout ça, ça n'existait pas à l'époque. À l'époque, il n'y avait que du téléphone fixe. Il y avait, donc comme j'expliquais, vous aviez les journaux avec les petites enchères, les journaux spécialisés, les journaux de petites annonces, pardon, comment ça s'appelle, le réseau personnel, allô, t'as des trucs, t'as vu des trucs, il n'y a pas grand chose. Les recherches, des fois, les bouteilles à la mer, on envoyait des courriers écrits. Dans les années 90, on envoyait des fax aussi. Les fax, voilà, j'apprends qu'il y a des jeunes, aujourd'hui je parlais avec une jeune journaliste. Quand je lui ai dit fax, de 22 ans, elle ne savait même pas ce que c'était. Donc bon, moi j'ai eu fait des recherches, alors plutôt pour les pièces de rechange d'ailleurs. Hein. Je faisais des listes et j'envoyais à des sociétés en me disant, quand je voyais moi, avec les annuaires un fax, je dis bon, je vais tenter le coup, je cherchais le truc. Bon, ça marchait presque jamais, une fois ou deux ça a marché, mais c'était vraiment bouteille à la mer, quoi. Et donc, donc ces gens-là qui ont fait une collection dans les années 50, 60, 70, alors il y a ceux qui ont acheté des choses quand c'était neuf, mais déjà dans les années 60, 50, 60, les 78 tours de Tino, les photographies anciennes aussi sur Tino, les partitions, tout ça, c'était plus vendu par les disquaires. Donc il fallait déjà chercher de l'ancien dans les années 50, 60. Donc tous ces gars-là, auxquels on peut rendre hommage, parce qu'il n'y avait pas Internet, ils devaient se taper les puces, c'était un pifomètre absolu, puis il y a beaucoup de gens qui n'allaient pas aux puces vendre leurs choses, donc il y a beaucoup de choses qui sont restées dormir, et c'est là que dans les années 2000, dans les 10 premières années, il y a beaucoup de gens, les plus démerdards, ont mis leurs choses à vendre, et c'est comme ça que j'ai pu acheter quelques trésors, alors je ne parle pas que de Tino, parce que les gens vont rigoler quand je vais dire ça, mais des trésors d'autres disques, des pièces de rechange très difficiles à trouver, qui restent toujours difficiles à trouver d'ailleurs, mais bon, il y a des stocks comme ça qui étaient en stock depuis des dizaines d'années, qui sont ressortis. Maintenant, tu trouves un tube électronique de rechange pour des anciens appareils, ou alors des transistors très anciens, les tout premiers, tu trouves plus facilement en 2024 qu'en 1994. Hein. Dans les années 90, tu es pris à la gorge pour tout, quoi. Tout est un défi, difficulté pour tout, pour tout. Tu dépends de gens qui ont le monopole de la distribution, et là même les disquaires aussi, parce que les disquaires, eux, ils veulent des disques, comme je disais tout à l'heure, ils veulent des disques vendables qui vont se vendre, et tout ce qui est qui cote pas, qui se sont beaucoup vendus, etc., ben, ils jettent pas en général, mais ils foutent ça dans un coin. Alors après, ils ont des remises, des garages, c'est pas classé, ça finit. Alors les mecs, ils prennent leur retraite, où ils disparaissent, les trucs. Alors soit ça part à la benne, soit c'est repris par un autre marchand qui va retrier les trucs, qui va remettre les trucs non bankable,
il va les foutre dans un recoin, et c'est comme ça que tous les trucs jugés comme courants et comme pas précieux et pas recherchés, les marchands les amènent jamais. Alors en fait, le marchand, le disquaire, moi j'arrive, je lui demande du Tino Rossi. Je vais vous dire comment ça se passe. Voilà, Tino Rossi. Ah ouais, j'en ai plein, c'est à mon dépôt, tout ça, mais je les amène jamais parce que je les vends pas. Et moi je lui réponds oui. J'ai dit d'accord. J'ai dit mais vous les vendez pas parce que vous les amenez jamais. Et donc si tu veux, si vous voulez, c'est un espèce de cercle vicieux qui s'auto-entretient. Et bon, et moi je me souviens un jour, alors ça c'était en 2006, c'était exceptionnel. J'étais à une convention de disques, c'est grâce à Alain d'ailleurs, mon pote Alain, qui collectionne Tino. Et donc lui, comment ça s'appelle, il me dit ah tu devrais aller à la convention de disques, donc c'était les conventions à Porte de Champéret. Alors je dis oh, moi ça m'emmerde, c'est toujours les mêmes vieilleries qu'ils amènent, ils me font chier, je vais dépenser du fric pour rien, j'ai pas envie, je sais pas, enfin bon, il me dit ah moi j'y vais, tout ça et tout, j'ai dit bon, oh, moi j'y vais pas. Puis bon finalement, je pense que je devais être en forme ce samedi ou ce dimanche là, et puis finalement le lendemain, je me dis oh ben merde, j'y vais, allez, j'y vais, je prends le métro, et voilà, bon, enfin bref, ligne 13, ligne 1, enfin bon, ligne 3, là, je sais plus quoi, là, et j'arrive, donc effectivement, j'ai rien trouvé, hein. Toujours pareil, tu nous, non, pas, tout ça, bon. Ok, par contre, je discute avec avec les dames de la compagnie du disque. La compagnie du disque, c'était des disquaires. Alors, elles existent toujours maintenant, mais elles vendent plus que sur Internet, d'ailleurs, vous voyez, la mutation. Et je discute avec une des deux dames que je connais depuis plusieurs années, qui est professionnelle, sérieuse, c'est ces deux dames-là. Hein. Et bon, toujours des gens très sérieux. Et donc, elle me dit ah, mais vous devez tout avoir de Tino. Je dis non, de là, et puis je cherche des choses neuves, moi j'ai pas tout en neuf et tout ça. Elle me dit moi elle me dit j'ai un stock de 78 tours de Tino, j'ai rentré une collection qui était à des gens qui n'achetaient pas que Tino, mais en 78 tours, je n'ai que des 70 tours de Tino. Alors, 89, exactement, je vous dis le chiffre qu'il y avait. Bon, une pile comme ça, elle me fait... je dis, ouais, mais bon, ils sont comment vos disques? Elle me dit, ah, ils sont neufs. Alors moi, je dis, vous savez, neuf... Allez, il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils sont neufs, et puis leur dit, c'est des tripes, en fait. Il dit ah non mais là c'était un maniaque, le gars il est mort en début des années 80, donc là c'est en 2006. Hein. Ça c'est sa femme qui maintenant en a marre, elle vend tout, etc. Enfin bon bref, s'est remariée, je sais pas quoi, enfin bon. Et donc je me pointe, et donc ce qui s'est passé c'est que donc du coup, moi le lundi je suis au travail, je lui téléphone et elle qui normalement ne devait pas être au travail, elle était à son boulot et elle me dit vous n'avez qu'à venir maintenant, je crois que c'était 4h de l'après-midi. Moi qu'est-ce que je fais? Je vais sur l'intranet et je pose une absence parce que moi j'avais droit à certaines absences. Je ne vais pas vous détailler ça, c'est l'administration, tout ça. Et donc je pose, du coup j'ai posé, je me souviens j'ai posé 2 heures pour pouvoir partir 2 heures avant 18h, j'étais de service jusqu'à 6h. J'ai posé, voilà, grâce à intranet, voilà, l'électronique. Je me pointe là-bas. Et là, je regarde les disques. C'était parfaitement neuf. J'avais acheté ça pour une somme vraiment modique. En plus, elle avait été très raisonnable. Tant mieux, parce qu'à l'époque, j'avais pas beaucoup d'euros. Je me souviens, j'avais dû faire 2 voyages en métro après rentrer chez moi, revenir. J'ai fait 2 voyages et tout. Parce qu'en plus, c'est fragile, c'est lourd. Enfin bon. Et j'avais 20 de chaque, comme on dit, de chaque côté, 2 voyages. Et après, quand c'était donc en juin, c'était le 19 juin 2006, voilà. Et donc il faisait chaud, je me souviens, j'étais habillé, j'étais en lin, j'étais même pas habillé comme ça, j'étais habillé en lin. J'avais chaud, j'étais en sueur, enfin bon, après j'ai appelé mon collègue Alain, il n'en croyait pas ses yeux. Et du coup, le collègue est venu, il est arrivé chez moi à 21h. Ça l'avait intrigué de voir ces disques neufs.
Il avait du mal à me croire. Et c'est vrai, et ces disques, à part 3 ou 4 qui ont eu un mauvais pressage de qualité, ils sont toujours dans ma collection, ils sont là. Hein. Et bon, évidemment, ça m'a enlevé une épine énorme du pied. Et donc, voilà, donc pour dire que, comment dirais-je, sans Internet, les coups de bol comme ça, c'est pas évident. Voilà. Et je me souviens, en 2022, j'ai rentré une collection Contact Le Bon Coin. Au départ, je vois, c'est pour ça qu'il faut être un peu imaginatif dans sa branche. Hein. Contact Le Bon Coin, je vois des gens qui mettent une douzaine de 33 tours de Tino que j'ai déjà en neuf. Mais là, je vois que c'est vraiment frais, quoi. Bon, ils mettent un prix très raisonnable, je sais plus, ils mettent quelques euros le disque. Et je me dis, c'est quand même frais. Alors moi, j'écris vraiment, comme on dit, bouteille à la mer, Le Bon Coin, là. Bonjour, je vois que vous mettez des disques avant, des 33 tours de Tino. Je vous écris parce qu'ils ont l'air frais au niveau de l'état, ils ont l'air en bon état. Alors malheureusement, je les ai déjà, mais au cas que vous auriez d'autres choses sur Tino Rossi. Donc c'était en été 2022. C'était ici, quoi. Enfin, j'étais à Paris. Et ah oui, on a beaucoup de choses. On a des photos, on a des 45 tours. Bon, il y a d'autres 33 tours, il y a des coffrets, il y a des 78 tours, vous savez, ces disques très lourds là. Voilà, il y a des partitions. En fait, il y a une collection quoi. En fait, ils avaient une collection. Donc, je me suis pointé un jour. Alors, j'ai profité. J'ai profité que j'avais c'était à Shell. J'avais le centre téléphonique de Shell à aller inspecter et à aller photographier en totalité. Pour nos archives, parce que dedans il y a une machine qui valait des dizaines de millions de francs, etc. Bon, enfin bref, je vous passe les détails. Machine à l'arrêt, mais avant qu'on la casse, je suis allé la photographier sur toutes les coutures, et enfin j'ai fait tout le reste du centre, qui était très intéressant. Et une fois que j'ai terminé donc ce gros centre, c'était un gros centre à faire, hein, j'étais un peu lessivé à la fin, là, et ben, je suis passé les voir avec la voiture, et bon ben j'ai regardé les disques qui étaient les 78 tours, il y en avait 200 et quelques, il y en avait le tiers qui était neuf. C'est énorme comme proportion. Truc d'avant-guerre en plus, beaucoup d'avant-guerre neuf, des références rares à trouver neuf. Et les deux autres tiers étaient en très bon état. Donc j'ai même eu des disques que j'ai pas encore en neuf, j'ai pu améliorer. Et bon, et là j'ai même, ici ce sont mes disques de Tino, mes 78 tours de secours. Ça c'est juste la collection de secours. On ne sait jamais s'il faut prêter un disque ou une embrouille, n'importe quoi, enfin, voilà, ça c'est le secours. Mais les miens, ils passent qu'à l'optique, hein, ils passent pas au diamant. Et donc, ça c'est voilà, ça c'est le secours. Bon, mais, donc pour vous dire que voilà, la collection, elle se confectionne comme ça. Alors bon, dans les années 10, c'est vrai que j'ai rentré pas mal de collections, beaucoup. Voilà, par exemple, je vois un 16 septembre 2013, un monsieur qui était décédé quelques années avant, pas longtemps avant d'ailleurs. C'est un monsieur qui avait 50 ans de plus pile que moi. C'est un monsieur qui a 50 ans de plus pile que moi. Et donc qui est décédé, que je connaissais d'ailleurs. C'était un gars sympa, c'était un préhistorien. C'était un mec vraiment... c'était une tronche, j'en avais parlé avec lui. Pourtant même qu'il était très âgé. Et il était veuf. Et ça lui avait beaucoup affecté ça. Et donc, le gars, il avait un cerveau, attention, c'était une tête. Hein. Et donc, voilà, et j'avais récupéré tout ce qui compte, parce que lui collectionnait tous les chanteurs français. Moi, j'avais récupéré, j'avais racheté, pour une somme raisonnable, j'avais racheté tout ce qui concernait Tino Rossi. Voilà, voilà, voilà. Après, j'ai aussi acheté à l'étranger des choses. Hein. J'ai acheté en Allemagne pour la collection, j'ai acheté en Allemagne, au Japon. Toujours avec l'intermédiaire au Japon, là, ça c'est obligatoire, en Allemagne, en Grande-Bretagne, j'ai acheté en Grande-Bretagne, un peu en Espagne aussi, en Italie aussi, quelques trucs en Italie, en Belgique, Alors pour Tino, pas aux Pays-Bas, non, j'ai pas eu aux Pays-Bas, ça aurait pu, hein. Voilà, c'est à peu près ça, aux USA, au Canada, aux USA, oui, ça a été... Enfin, disons que c'est vrai que
moi, je dis aux gens, et surtout alors à ceux qui ont connu le avant Internet, moi j'entends régulièrement. Moi, vous savez, je suis inspecteur à Orange, hein, bon, ex-France Télécom, ex-PTT. Ceux qui crachent sur Internet, écoutez, avec Internet, on fait plein de choses maintenant. Déjà, tu gères ton compte en banque par Internet, tu fais des virements partout où tu veux. Tu peux gérer tes trucs en bourse si tu boursicotes. Tu peux donc acheter du neuf, de l'ancien. Tu peux repérer des choses, après les acheter en réel. Tu peux prendre contact avec beaucoup de gens. C'est infini. Moi, jamais j'aurais pu faire ma collection telle qu'elle est aujourd'hui. Finalement, moi, j'ai commencé vraiment à collectionner sur Tino. Bon, je compte pas en septembre 90, mais disons depuis 2001, j'ai commencé à ramasser des documents. Depuis d'ailleurs, j'ai commencé plus par des documents que par des disques. Et bon, mais voilà, à partir de 2002, je commençais à ramasser des disques. Et bon, donc ça fait 23 ans, quoi. En 23 ans, je veux dire, jamais j'aurais pu tout récupérer. Parce que quand je vois tout ce que j'ai pu récupérer grâce à Internet, alors sans l'information Internet à vendre, je vends ça, j'aurais jamais su. Donc bon, j'aurais un truc peut-être pas trop moche, mais bon, j'aurais pas un truc aussi pointu qui mérite encore d'être amélioré d'ailleurs, hein, sur beaucoup de points et complété. Hein, ça, je me fais pas d'illusions non plus. Hein, moi j'ai Alain là, il y a Alain qui a une belle collection sur Tino. Alors il a des choses que moi j'ai pas, moi j'ai des choses qu'il n'a pas. Bon, on a beaucoup de choses en commun aussi quand même. Hein, bon, mais en photo évidemment là on a des choses différentes. Hein, même en disque, hein, bon, en disque globalement ma collection je crois qu'elle est en meilleur état que la sienne, mais il a des choses en parfait état que moi j'ai pas forcément en parfait état. Donc voilà, bon, donc on tire un peu la bourre, voilà, c'est une saine compétition. Moi je suis pas jaloux et lui n'est pas jaloux de ce que j'ai et on ne convoite pas les affaires des autres. Moi ce que je suis content c'est de savoir que quelque chose existe. Comme ça je me dis je vais essayer de le trouver aussi. Voilà, c'est ça ma manière de raisonner. C'est pas d'être jaloux des autres, c'est pas de dire ah il a ça, moi je l'ai pas. Ça il y a trop de choses comme ça dans la collection. Moi je suis pas comme ça. Je sais qu'on peut jamais tout avoir. Il y a des 45 tours que j'arrive pas à trouver. Il y en a certains que j'ai, mais alors ils sont en tellement mauvais état que c'est une honte. Bon, c'est pas beaucoup, mais bon, voilà, je sais que de temps en temps j'arrive et puis il faut peut-être avec une collection qui va rentrer, qui va m'aider à un moment donné sur tel ou tel sujet. Donc il faut toujours être un peu à l'affût de tous ces sites d'enchères. Il y a aussi Interenchères aussi que, alors là évidemment bon, c'est beaucoup plus cher, mais moi sur Interenchères, j'ai pas acheté souvent, mais il y a eu des collections ou des lots, disons, je dirais, qui concernaient donc Tino Rossi, bon, mon chanteur de référence. J'ai acheté aux enchères, au marteau, aux vraies enchères. Alors ce qui est bien, c'est que maintenant on peut s'inscrire par internet. Donc voilà, ça c'est encore un usage. Hein. Moi je conseille Interenchères d'aller voir aussi. Hein. Bon, il faut aller voir. Alors après, il faut, bon, moi j'ai racheté comme ça une partie de collection qui concernait une dame, c'était Madame Nicolas. Alors c'est une dame, bon, je sais qu'il n'y avait pas tout hein, dans ce que j'ai racheté, c'était 2 caisses, mais bon, c'est parti une somme très modique. Mais cette dame, elle se faisait inviter dans les émissions télé où Tino venait. Elle allait voir Tino en gala aussi, dans les années 70 et 80. Et donc, elle prenait Tino en photo. Et donc, je me suis retrouvé avec 400 et quelques clichés, souvent d'ailleurs avec négatif. Alors, des fois, il y avait et le négatif et la photo. Des fois, il n'y avait plus que la photo. Des fois, il n'y avait plus que le négatif. Ça dépend. Et donc bon, il y avait des photos sympas, quoi, des trucs sur des événements que Tino voilà, a vécu. Bon,
c'est toujours intéressant pour moi qui tiens un site internet sur Tino Rossi et donc qui parle un peu de sa vie, c'est un petit hobby que j'ai. Bon, voilà, c'est arriver à trouver des photos à prix raisonnable pour pouvoir. Parce que bon, les photos, il y en a aussi qui rêvent, hein, des fois ils mettent des trucs en vente à des prix sur internet, là, ils s'y croient, là, ou en vente aux enchères. Bon, les pauvres ils peuvent se les garder leurs trucs, hein, bon. Donc voilà. Mais bon, moi j'ai dit aux jeunes, n'écoutez pas les plus vieux qui disent ah c'était mieux la vie avant Internet. Eh ben, avant Internet, oui, bah, tu pouvais mener ta vie normalement, mais dès que tu voulais un truc spécial, ancien, qui ne courait pas les rues, ou qui était entre guillemets épuisé, donc plus fabriqué, eh ben, il fallait te lever tôt et devoir en plus t'écraser devant des vendeurs qui des fois ils te tirent la gueule, ils te regardent, ils te jaugent, et lui comment et lui comment il est fringué, est-ce qu'il a des sous, est-ce que je vais lui estorquer du fric et tout ça. Bon, alors ça existe aussi sur internet, hein, bon, les mecs comme ça, les gros malins qui se disent oh ben lui il peut payer, donc il va payer n'importe quel prix pour n'importe quel truc. Après, il faut savoir soi-même se mettre des limites et de dire là tu me prends pour un imbécile, et que ce soit à un marché aux puces ou dans un commerce ou sur internet, il faut savoir dire non, hein. Bon après voilà, c'est un peu le bilan que je fais moi de ces 23 années, on va dire, d'internet. Alors avec on va dire les 2-3 premières années, c'est l'apprentissage, hein, d'internet, parce que là bon, on part d'une structure qui se construit, qui s'étoffe. Moi je regrette pas l'arrivée d'internet, et je serais drôlement malheureux si demain il n'y avait plus internet. Parce que moi personnellement je ne me verrai pas sans internet. Honnêtement, hein, bon, on peut toujours faire sans internet, mais après tu mènes ta vie ordinaire, après il faut courir à droite à gauche dès que tu veux un truc en plus, il faut chercher comme un dératé. Donc là, moi je dis aux gens qui veulent retourner sans internet, eh ben, ils ont qu'à se désabonner de tout, et ils ont qu'à aller sur une île déserte là où ils veulent. Et puis on va voir après qui c'est qui est le plus embêté ou pas, hein. Bon. Et ben voilà, écoutez, j'ai fait un peu ce bilan. En fait, j'ai fait à la fois un peu l'histoire d'Internet et l'histoire de ma collection. Voilà, c'est un peu le... Bon, par contre, je vous rassure tout de suite, je ne vais pas vous saouler, je ne vais pas vous mettre Tino à écouter. Voilà, hein, ça, après, si vous voulez, vous allez visiter mon site internet, il y a toute sa discographie française, elle y est. J'ai commencé même à mettre la discographie étrangère, bon. Et 33, 45, 78 tours, il y a sa vie, etc. Voilà, si vous avez envie un peu de sortir des sentiers battus et de tous les trucs avec lesquels on vous assomme sur les radios ou dans les médias actuellement, bon, ben, voilà, vous pouvez aller voir le site internet d'un vrai chanteur qui savait chanter et qui avait son style, sa personnalité, et pas des trucs commerciaux éculés que tout le monde connaît, ou alors enfin qui ressemblent à tout et à rien. Voilà. Ben, écoutez, je vous dis bonjour chez vous, et puis ben, écoutez, peut-être à une prochaine fois. Voilà, je voulais faire cette vidéo depuis un petit moment, et alors j'espère que j'ai pensé à tout, j'espère avoir été assez clair sur la rupture qu'il y a eu avant l'arrivée d'Internet, surtout dans les 20 années précédentes, où là, les circuits traditionnels étaient déjà désorganisés. C'était la panique pour les collectionneurs, notamment, de tout et n'importe quoi. C'était la panique. Et donc, c'était du foutage de l'intégral. Alors évidemment, les commerçants, tout ça, et les, je sais pas quoi, les marchands...
Ils ont pleuré parce que beaucoup ont fait faillite, mais ils ne se sont pas adaptés. Ils ont cru qu'ils avaient toujours, c'est ça que je voulais dire, ils ont cru qu'ils avaient toujours le monopole de la vente au détail. Et ceux-là, ceux qui ont vécu dans leurs illusions, eh ben, ils ont coulé. Et moi, je le dis, je verse pas une larme. Voilà, je verse pas une larme parce que il y a beaucoup de commerçants dans les années 80 et tout ça, et ultérieures, qui ont abusé de leur position dominante, hein, de leur monopole de fait, leur quasi-monopole de fait, hein, bon, parce que c'est pas les journaux des petites annonces et les puces, bon, et donc, ou les vides-greniers, et donc ils ont fait faillite, oui, mais... Alors après, bon, moi j'ai quand même connu quelques marchands sérieux, j'ai connu quelques disquaires qui étaient assez sérieux, bon, alors soit ils ont arrêté en raison de l'âge, ou bon, bref, moi je me souviens aux Arts Sonores, donc à Paris, là, dans le, je sais plus quel arrondissement c'est, là, je crois que c'est le 11e, je crois, un truc comme ça, et, ou le 12e, là, 11, 12, je sais plus. Et donc aux Arts Sonores, moi j'aimais bien, c'était un professionnel sérieux, bon, il avait aussi ses humeurs, mais enfin, lui, au moins il faisait de la variété française aussi, il y en avait un autre aussi qui était à métro vers Pyrénées aussi, mais j'ai oublié son nom. Il faisait du français parce que déjà beaucoup de disquaires dénigraient les disques, la chanson française, donc bon, voilà. Bref, et donc il y a eu une hécatombe, mais qui s'explique par leur inadaptation aux nouvelles règles, aux gens qui se sont mis à vendre directement. Voilà, et ne pas se faire, entre guillemets, plumer par un marchand qui va toujours leur dire oh mais ça vaut rien vos trucs. Puis après, évidemment, ils vont récupérer les trucs rares qu'il y a dedans, ils vont se faire leur beurre avec. Et puis toi, quand tu veux acheter un disque d'occasion, tu te pointes dans une convention, on essaye de t'arnaquer, bon... je veux dire, hein, bon, moi, avant l'arrivée d'Internet et dans les premières années où encore, bon, tout ça, je voyais le prix de pas mal de disques, c'était un peu quand même n'importe quoi. Déjà, hein, au début des années 2000, moi j'ai fait les conventions, j'en ai fait pas mal, il y en avait à Bercy, il y en avait, je sais pas où, là, il y en avait dans le 10e, enfin j'ai fait plusieurs, j'en ai fait pas mal hein, dans les années... fin des années 90, années 2000, tout ça. Bon, après c'est vrai que Internet a changé la donne et j'en suis, à titre personnel, très heureux. Donc, et je dis pas ça parce que je travaille à Orange et qu'on vend de l'Internet, ça moi je m'en fiche complètement, vous allez où vous voulez en fournisseur d'accès. Moi je vois pour mon intérêt personnel, pour ma collection, pour quand je veux acheter donc de la hi-fi, tout ça. J'ai acheté, je vous dis, jusqu'au Japon, c'est pas la seule machine que j'ai acheté. Bon, j'ai acheté partout en Europe je compte bien continuer grâce à Internet. Et moi, je ne cracherai pas sur Internet comme le font beaucoup de, on va dire de discophiles, de collectionneurs de disques, de la vinyl community, là, comme ils disent, là, la VC, là. Moi, je ne crache pas sur Internet, je ne crache pas sur Amazon, je ne crache pas sur la Fnac qui vend sur Internet. Moi, j'ai déjà fait des commandes maintenant sur Internet que je vais chercher la plupart du temps, voilà, parce que j'ai une Fnac pas loin, bon... non, Internet, ça a beaucoup de qualité. Il faut que les commerçants s'adaptent. Il faut qu'ils acceptent de vendre à distance. Alors, même si ça s'est déshumanisé, et ça, c'est le seul point négatif, voilà, au moins, j'oublierai pas de le dire. Le seul point négatif, c'est la déshumanisation d'Internet depuis ces dernières années. Maintenant, quand on achète les trucs, il n'y a plus de dialogue comme avant. Clac, tu prends, clac, tu payes, clac, tac, tac, pim poum, tu attends le bordereau de livraison, là, enfin, le numéro de suivi. Donc c'est vrai que ça s'est pas mal déshumanisé, même sur le Bon Coin, c'est beaucoup plus... Enfin, je sais pas, c'est pas comme les premières années, comme je vous expliquais jusqu'en 2006, où vraiment... on était entre gens de bonne compagnie, d'un bon niveau général et social. Et donc ça a beaucoup changé, donc il faut être plus méfiant, il y a moins de confiance, il y a plus de méfiance, parce qu'il y a plus d'arnaques. On a essayé de m'arnaquer aussi, bon mais moi, bon, enfin, bref,
Ne vous inquiétez pas, personne n'a réussi. J'ai toujours été remboursé. Et donc, voilà. Et après, bon, maintenant, c'est vrai que ça s'est industrialisé, quoi. Voilà. Ça s'est industrialisé. C'est le seul point, vraiment, que je déplore. C'est cette déshumanisation d'Internet. Voilà. Des relations par Internet. C'est un peu dommage. Cette automatisation, systématisation, l'automation, comme on disait dans les années 60. C'est ça qui est un peu dommage. Alors c'est aussi pour ça, je pense que pas mal de gens se mettent sur YouTube ou d'autres sites comme ça pour faire des vidéos, alors pour raconter, voilà, comme moi, pour raconter un phénomène, pour montrer quelque chose, pour expliquer un sujet, bon, développer un sujet ou faire des vidéos avec plusieurs personnes en chat. Bon. C'est vrai que ça, c'est un peu le contrepoids à la déshumanisation de l'aspect dû à l'aspect qui est devenu très commercial. C'est vrai qu'Internet, c'est devenu quand même très très commercial, très systématisé. C'est ça qui est un peu dommage, mais bon, voilà, on a le revers de chaque médaille a son revers, et bon, ben, il faut l'accepter, hein, bon, mais moi je l'ai accepté, il faut en prendre son parti, et puis voilà. Donc bon, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de week-end, parce que nous sommes dimanche, et je vous dis à une prochaine vidéo. Alors je fais pas sur cette chaîne, je fais pas des vidéos très souvent comme le font beaucoup de discophiles, donc de la Vinyl Community. Bon, parce que moi je vais pas faire des vidéos de présentation de disques. Moi, je me vois pas faire ça. Bon, enfin peut-être qu'un jour ça viendra, j'en sais rien, mais bon, donc voilà, j'aime bien parler des sujets autour de la collection, du disque, autour, mais pas voilà, pas sans arrêt, quoi. La collection, il faut savoir ne pas tomber dans l'esclavage. Il ne faut pas être esclave non plus. Voilà, il faut essayer de ne pas être esclave de ses passions. C'est toujours destructeur. Hein. Il faut faire attention. Il faut avoir des centres d'intérêt, mais pas de passion. Voilà, parce que la passion, ça devient destructeur. C'est le dernier conseil que je donnerai à ceux qui me regardent. Eh bien, écoutez, bonjour chez vous et à une prochaine.